Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag, un numéro que nous entamons avec deux bonnes nouvelles. La première est celle de l'élection de la radio algérienne à Gaborone, au Botswana, au poste de premier vice-président de l'Union africaine de radiodiffusion UAR, une élection à l'unanimité des membres du conseil exécutif de l'Union. La radio algérienne représentée par son directeur général avait été élue au poste de deuxième vice-président de l'Union africaine de radiodiffusion lors de la précédente Assemblée générale qui s'était tenue à Dakar, la capitale sénégalaise. Cette nouvelle élection confirme une fois de plus la position influente de l'Algérie sur le continent africain. Elle témoigne également de la crédibilité et de l'engagement de l'Algérie envers les institutions continentales, notamment l'Union africaine de radiodiffusion, sans oublier ses efforts et son soutien inconditionnel aux médias en Afrique, au service des causes de la liberté, du développement et de la sécurité et du bon voisinage surtout dans ce continent. L'autre bonne nouvelle, c'est ce prix remporté par notre chaîne Canal Algérie. L'émission Certifiée des aides spéciale Niger, conçue et réalisée par notre ami Kherdin Khaldoun et produite par Canal Algérie, vient de remporter le deuxième prix catégorie Magazine TV au concours de la meilleure production audiovisuelle de l'UAR. Pour rappel, le programme Certifié des aides est un programme dédié à la promotion de la diaspora algérienne. Je vous invite à suivre un extrait de ce numéro primé lors de ce concours. Ils sont chercheurs, médecins, étudiants et artistes. Leur savoir-faire fait parler d'eux dans leur pays d'accueil. Le destin a fait qu'ils soient loin de l'Algérie, mais l'amour et l'attachement à la patrie les réunissent toujours. Eux, ils sont algériens, ils sont la fierté de l'Algérie, ils sont à 100% certifiés des aides. Bonsoir à tous. Depuis mon enfance, j'ai toujours été curieux de voir comment la diaspora algérienne vivait loin du pays. Mon métier de réalisateur, que j'exerce depuis plus de 7 ans, me conduit aujourd'hui à prendre ma caméra et aller à la rencontre de notre communauté établie dans les 4 coins du globe. Attention, décollage imminent, je vous emmène avec moi. Notre nouvelle destination, le Niger. Nous atterrissons à Niamey, ce carrefour d'échange entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, devenu dans les années 50, selon plusieurs témoignages, une destination pour la communauté algérienne. Notre première rencontre est avec Mourtar. Huissier de justice, ses parents sont arrivés au Niger dans les années 50. Je suis né en 1969 ici à Niamey et mon papa faisait partie de la communauté algérienne qui est installée ici, donc à Filengue qui est une région qui est au nord-ouest de Niamey. Donc c'est là qu'ils se sont rencontrés avec ma maman. Nous sommes 8 frères et sœurs, donc de ce fait, je suis issu d'un mariage mixte. Et je partage en même temps la culture aussi bien nigérienne qu'algérienne. Tu sens un peu le milieu naturel là. Je vois qu'il y a une certaine réconciliation avec la nature. Là, je comprends pourquoi tout à l'heure tu m'avais expliqué que votre activité, qui était en symbiose avec la nature, et c'est tant mieux. Alors dis-moi Sofiane, comment tu as évolué au Niger? Raconte-moi ton enfance. C'est une jolie enfance. Grandir en Afrique, ça a ses plus. Ouais. Alors nous d'Algérie, on est originaire de Adrar et de la région de Hardaya, une petite ville qui s'appelle Metlili. Et on va dire qu'on a toujours été, la famille a toujours été un peu dans le commerce. Et au sud de l'Algérie, les liens commerciaux avec le nord des pays du Sahel ont toujours été connus. Et donc c'est dans ce cadre d'échange qu'on a eu à explorer les pays voisins. Ah Bonsoir. Ça va? Comment tu vas? Ça va? Bien? Écoutez, je tiens juste à dire, je ne savais pas que tu allais venir, Mama Fatima. Mama Fatima, à vrai dire, c'est la galeriste qui a eu la gentillesse d'accueillir ma petite exposition, et qui est nigérienne.
Et voilà, je te remercie. Donc je veux juste te dire, Mama Fatima Zahra, que moi dans mon émission habituellement je dis on est tous algériens, africains, voilà, et on est tous certifiés DZ. Merci beaucoup. Je pense, oui. L'après-midi, depuis hier, on ne s'était pas contacté. D'accord. Avec les messages, je l'ai envoyé à lui. Voilà un témoignage. Ça c'est un témoignage officiel de satisfaction. Il m'a été décerné. Il n'y a pas trop de différence entre l'Algérie et le Niger. Ben, on s'échangeait pour une bonne surprise. D'accord, donc Est-ce que vous êtes partant à vivre ça avec nous? Bien sûr, on vous suit. Ok, vous venez? On vous suit, allez. Toutes nos félicitations à notre collègue et ami Kherdin ainsi qu'à tout le staff de la chaîne. Passons à présent à notre série de reportages, à commencer par les inondations qui ont affecté plusieurs pays du continent ces derniers jours. Parmi eux, le Niger justement. Le gouverneur de la région de Difa a effectué une visite dans le village de Turba, menacé d'inondation par les eaux de la Komadougou-Yobe. Des travaux d'urgence ont été engagés pour ériger une digue de protection afin d'éviter que de telles catastrophes se reproduisent dans l'avenir. À la faveur des importantes précipitations enregistrées dans les différentes localités qui approvisionnent la Komadougou-Yobe, ce cours d'eau déborde son lit habituel. Selon les spécialistes de la question, le niveau de la côte de 2024 dépasse celui de 2022. À la date du 9 septembre 2024, nous avons relevé 445 cm de hauteur, alors même que l'année dernière, ils étaient à 418 à la même période. Turba, en amont du périmètre du centre de développement agricole, localité située à 4 km de Bagra, à la lisière de la frontière nigériane. Les eaux de la Komadougou-Yobe menacent les habitations, les rizières et les champs. Depuis hier, c'est une course contre la monte qui s'est engagée pour ériger une digue de protection. Cette année, la pluviométrie a été exceptionnelle dans la région et la Komadougou a déjà atteint son niveau le plus élevé. Elle est en train de quitter son cours pour inonder toute la zone. Pour éviter cette catastrophe, nous avons mobilisé une équipe de la mairie avec les engins de l'ONAHA pour venir dans un premier temps placer des tuyaux pour canaliser cette eau vers les rizières, mais également pour réaliser une digue qui va empêcher l'eau d'aller vers le village de Turba et au-delà vers Difa. Je vous rappelle que tout le long de cette zone, nous avons des rizières, nous avons des habitations, nous avons des champs. Et si jamais cette eau passe, c'est pour détruire tout sur son passage. Cette crue se déroule là, en amont des infrastructures en construction du centre de développement agricole. Il est important de préciser que nous sommes en amont des aménagements hydro-agricoles de l'ADA et de la CDA. Nous sommes bien en amont. Donc il ne s'agit pas de la zone de protection des rizières où 2 grandes digues ont été réalisées. Habituellement, les crues de la Komadougou-Yobe se déroulent courant novembre. C'est pourquoi le gouverneur de la région de Difa appelle les populations à la vigilance et à la prudence. Pour accéder au site, le gouverneur et sa délégation ont dû embarquer dans des véhicules tout-terrain pick-up. 40 milliards de dollars, c'est le déficit d'investissement annuel dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique. Et pour combler ce déficit, un certain nombre de mesures sont proposées par des experts pour sortir le continent de ce gouffre financier et développer ce secteur qui emploie la majorité de la population africaine. Amel Bouakba. L'Afrique fait face à un déficit d'investissement annuel de 40 milliards de dollars dans les systèmes alimentaires. Tous les investissements dans le secteur agricole et toutes les chaînes de valeur irrelatives manquent cruellement de fonds nécessaires pour relever ce secteur, pourtant vital pour la survie de tout un continent. Mais alors, que faut-il faire pour inverser la tendance ? Je pense qu'il y a 2 choses que nous devons vraiment faire en urgence. Tout d'abord, nous avons besoin d'un financement plus innovant, adapté non seulement au secteur agricole, mais aussi au continent.
Cela signifie que nous avons besoin de plus de facilités de financement mixte, de plus de capital de garantie, de plus de capital patient également pour les investissements. En deuxième lieu, je pense qu'on a besoin de plus de données et d'analyses plus profondes. Savoir où sont par exemple les projets bancables, les taux d'intérêt, où sont les demandes pour certaines marchandises et quelles sont les véritables lacunes de l'offre en termes de nombre. Je pense que nous devons vraiment avoir une compréhension profonde de tout cela. Selon plusieurs experts, bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à faire et à mettre en place pour rendre justice au système alimentaire africain, tous semblent s'accorder sur le fait qu'il faut soutenir prioritairement les petits producteurs agricoles qui font la force du continent. On voit par-ci, par-là où on pense que c'est la grande agriculture à grande échelle qui va transformer. Ce n'est pas forcément ça. Les petits producteurs ont tout leur rôle. Ils sont 500 millions dans le monde et ils produisent 80% de la nourriture que nous mangeons. Donc dans nos politiques de transformation, il faut qu'on leur donne de la place pour améliorer leur productivité, avoir accès au marché et mieux s'adapter au climat. Ça, c'est important. Selon le rapport 2024 sur la situation de l'agriculture en Afrique, les micro, petites et moyennes entreprises représentent 85% du secteur privé et du marché alimentaire de l'Afrique en termes de volume. Ces héros de la sécurité alimentaire, comme les appellent les auteurs de ce rapport, ont besoin de bonnes politiques pour les soutenir afin de relever ce secteur qui est en chute depuis 2020. Kigali a accueilli en ce début du mois de septembre le forum sur les systèmes alimentaires en Afrique. Plus de 5000 personnes ont pris part à ce rassemblement pour discuter, mais surtout pour prendre des engagements sur comment accélérer la transformation des systèmes alimentaires en Afrique à l'ère du numérique et du changement climatique. Yanis Aït Belkacem. C'est avec une grande passion que Alfred Hadjikimana parle de l'impact de la culture des arbres fruitiers dans sa vie et celle des membres de sa coopérative. C'est l'histoire d'un avant désolant et d'un après prometteur. Un investissement qui a ramené les villageois alors que la plupart avaient commencé à migrer vers d'autres régions. Notre région a longtemps été réputée pour être un endroit où rien ne pousse à cause de la sécheresse aiguë. Presque tout le monde avait migré. Mais après, les autorités nous ont ramené ce projet. On nous a appris à planter les arbres fruitiers avec des techniques modernes et ils nous ont accompagnés tout au long de tout le processus, même jusqu'à comment appliquer les engrais appropriés. Plus de 6000 agriculteurs ont été rassemblés dans une coopérative pour bénéficier de ce programme. Ils cultivent sur une étendue de plus de 1300 hectares qu'ils ont mis ensemble pour plus d'efficacité. Ils font la culture de plusieurs variétés d'avocats, de mangues, d'oranges et bien d'autres fruits qu'ils ont commencé à vendre sur le marché international. On essaie de faire travailler sur les solutions et puis observer si les solutions peuvent donner des résultats qu'on peut amener ailleurs. Si le projet à travail a produit des résultats satisfaisants ici, comment est-ce qu'on peut l'amener dans d'autres parties du monde? Mais l'objectif global, c'est comment est-ce qu'on aide les populations rurales à sortir de la pauvreté. Parce qu'on sait que le changement de climat, ça touche trop fort aux populations pauvres, aux populations rurales. Et nous savons que l'argent n'est pas là. Donc, comment est-ce qu'utiliser le peu d'argent qui est dans le système pour produire le maximum de résultats? C'est ça que l'IFAD fait. Comme partout ailleurs sur le continent, au Rwanda, la majorité de la population travaille dans l'agriculture, un secteur vital pour l'économie du pays. Cependant, les conditions météorologiques imprévisibles menacent leurs moyens de subsistance et entravent la croissance économique. Raison pour laquelle les experts jugent nécessaire de multiplier les projets permettant aux petits agriculteurs d'améliorer leur sécurité alimentaire, de réduire les pertes post-récolte, d'augmenter leurs revenus et de renforcer leur résilience. La coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles a accueilli à Lomé du 9 au 14 septembre 2024 l'école continentale des femmes africaines. Objectif, offrir aux participants l'opportunité de renforcer leurs actions pour la souveraineté alimentaire et la défense des droits des femmes rurales. Un simple lieu d'apprentissage, c'est un espace d'échange, de partage et de solidarité.
Ici, des femmes du secteur de l'agriculture venues de divers horizons acquièrent des savoirs indispensables sur des sujets cruciaux comme l'agroécologie, les semences paysannes et la défense des droits des paysans. C'est la première école 47 que les femmes africaines ont fait et on a choisi le Togo pour abriter cette rencontre. Auprès de la vie à Campesina, on mène des luttes et on nous parle du féminisme paysan. Dans le féminisme paysan, on doit voir qu'est-ce que le capitalisme, qu'est-ce que le patriarcat, qu'est-ce que le néolibéralisme. C'est ce que nous apprenons. C'est pour cela que nous sommes à l'école, c'est-à-dire pour comprendre quelle lutte nous menons. On luttait déjà, mais on ne connaissait pas les mots. Nous avons beaucoup de défis dans cette région par rapport aux luttes que nous menons. Nous avons des difficultés à rentrer dans des espaces politiques en tant que femmes. Donc cette rencontre, elle nous aide à renforcer nos capacités de plaidoyer pour les droits des femmes, pour une meilleure santé aussi des femmes, de indépendance financière. Au Togo, la coordination togolaise des organisations paysannes de producteurs agricoles, CETOP, via son collège des femmes, offre un cadre unique de concertation spécialement dédié aux préoccupations des femmes rurales. Cette rencontre, selon les participantes, reste une belle opportunité. Elles comptent y puiser de l'inspiration pour enrichir leurs pratiques agricoles. La CETOP est composée de 21 fêtières qui sont dans différents domaines. La production des céréales, la commercialisation, les pêcheurs. Quand nous nous rencontrons, nous faisons remonter les besoins que nous avons en tant que femmes. Et ces besoins sont mis maintenant au niveau des différents projets que la CETOP met en œuvre pour solutionner nos problèmes. Au-delà des discours, cette rencontre se distinguera par son aspect concret. Des visites de terrain sont prévues pour permettre aux participantes d'apprécier les résultats des efforts entrepris par des femmes rurales dans divers domaines de l'agroécologie et du développement durable au Togo. Une immersion qui va leur offrir une vision claire des réussites déjà accomplies et des défis à relever. La rentrée académique des auditeurs de la 6e promotion à l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes a été officiellement lancée le lundi 2 septembre. Ces auditeurs sont des cadres supérieurs et moyens au service de l'OTR depuis au moins un an. Ils sont au nombre de 187 et seront formés dans les métiers des douanes et de la fiscalité. 6 pays d'Afrique participent à cette formation: le Burundi, les Comores, le Gabon, le Niger, le Togo et le Tchad. 187 auditeurs face au commissaire général de l'Office togolais des recettes. Ils donnent des orientations. La rentrée officielle 2024-2025 des auditeurs à l'Institut de formation fiscale et douanière de l'OTR démarre ainsi. Ces cadres seront formés dans plusieurs métiers fiscaux regroupés en 5 filières. Cette nouvelle aventure sera un plus à leur parcours professionnel. Elle permettra à chacun de se spécialiser. À l'occasion, le commissaire général de l'OTR, Philippe Kokou-Tchodier, a prodigué d'utiles conseils aux participants et à leurs encadreurs, tout en souhaitant que cette année soit couronnée de succès. La formation va durer 13 mois. L'objectif prioritaire ici, c'est de regrouper dans le même centre de formation les cadres supérieurs et les cadres moyens des administrations aussi bien publiques, privées, que des administrations de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest pour leur faire suivre ensemble une formation sur tout ce qui est lié aux finances publiques. Burundi, Comores, Gabon, Niger, Tchad et Togo sont les 6 pays qui composent cette 6e promotion de l'IFFD OTR. J'ai une idée de la formation togolaise, j'ai une idée aussi de leur expertise. Nous allons encore profiter. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'endroit des autorités togolaises qui ont accepté de former les auditeurs gabonais. Créé en 2016 par le gouvernement togolais, l'Institut de formation fiscale et douanière de l'OTR a formé plus de 470 cadres. Par homologation,
Le diplôme de l'IFFD OTR est l'équivalent d'un master professionnel. Le programme comptant et illustrant l'environnement des berges lagunaires s'inscrit dans une démarche de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel de Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Ce projet, situé à la croisée de l'art, de la narration et de l'éducation, vise à sensibiliser les communautés locales sur l'importance de préserver les écosystèmes lagunaires tout en honorant les traditions ancestrales qui les entourent. Yasmine Msaoudi. À une époque où les défis environnementaux sont plus pressants que jamais, Porto Novo renforce son attractivité touristique en valorisant son patrimoine naturel. La création d'une promenade lagunaire de 13 km est l'une des initiatives phares de la ville. Ce parcours offre aux habitants du village d'Acron ainsi qu'aux visiteurs une immersion unique dans le paysage lagunaire, le village des pêcheurs, les jardins maraîchers et un parcours des sentinelles du climat. Nous avons dit qu'il faut mettre en place une promenade lagunaire et c'est ça, c'est la place où nous sommes aujourd'hui. C'est pour mieux apprécier la nature et tout ce qu'il y a de mieux par rapport à ce patrimoine de la ville de Porto Novo. Il y a des espèces que nous devons absolument sauvegarder, préserver. Et il y a aussi la question de biodiversité. La promenade lagunaire, lieu de méditation et de découverte, a servi de cadre au programme artistique. Comptons et illustrons l'environnement des berges lagunaires. Ce programme a pour objectif d'inculquer dès le plus jeune âge l'importance de la préservation de l'environnement et de la culture. Par le biais de la peinture et du théâtre, les enfants ont été initiés aux enjeux environnementaux, les aidant ainsi à développer une conscience écologique et culturelle. Ils ont écrit des contes. Ils ont pu dessiner comment ils souhaitent que leur environnement soit, voir plus de papillons. Ils voudraient plus d'animaux parce qu'avant il y avait des tortues, il y avait des lamantins, il y avait tout ça. Donc, eux-mêmes ils ont compris l'enjeu. Et Sergio aussi leur a appris à faire les contes, comment rédiger eux-mêmes. Donc les enfants ont rédigé eux-mêmes leurs propres contes. Et les contes qu'ils ont rédigés seront publiés. Ça serait dans un recueil et moi je vais l'illustrer avec d'autres contes qu'on avait déjà dans des projets passés. Initialement prévu pour impacter 90 enfants, ce programme a suscité l'engouement de 243 enfants issus des communautés locales. Rafi Okefolahan, promoteur de ce programme, ambitionne d'étendre cette initiative à d'autres villes touristiques du pays, contribuant ainsi à une sensibilisation nationale aux enjeux de la préservation environnementale et culturelle. Le Bénin s'affirme comme un pont entre l'Afrique et les Amériques. En accueillant chaque année des milliers d'afro-descendants, le pays renforce les liens historiques et culturels qui les unissent. Une politique volontariste qui s'inscrit dans une dynamique de réconciliation et de réparation. Rina Lerari. Ouida, ville touristique du Bénin, porte en ses murs les stigmates indélébiles de la traite négrière. Chaque année, ces lieux de mémoire, tels que le fort portugais, la place aux enchères, le mémorial de Zongboji et la porte du non-retour, accueillent des milliers de jeunes béninois, membres de la diaspora et afro-descendants, venus renouer avec leurs racines et réfléchir sur l'importance de préserver cette mémoire collective. La célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition en est une illustration. C'est très important pour nous qui vivons à l'étranger de venir ici parce que ça nous permet déjà de nous reconnecter avec notre histoire, de vivre en touchant du doigt la réalité de ce qui s'est passé grâce à ce qui nous est raconté par les guides. Notre départ, c'est une déportation qu'on n'a pas demandé, donc c'est normal qu'on revienne et d'où la double nationalité, ça nous convient parfaitement. Depuis 2010, le Bénin commémore chaque année la mémoire de l'esclavage. Pour l'édition 2024 du souvenir de la traite négrière et de son abolition, Ouida a accueilli une marche mémorielle et des conférences-débats sur cette histoire commune. Le premier défi, c'est de réduire la taille de l'océan Atlantique et d'en faire moins qu'un fleuve, une rivière, facile à traverser par les liaisons aériennes, notamment celle annoncée par son Excellence le Président Talon. Nous avons constaté que ça a vraiment
évolué et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui arrivent à Ouidah, venus de Martinique, de Brésil, des Antilles, de partout. Ils arrivent sérieusement, ils arrivent nombreux dans la ville de Ouidah. À noter que le gouvernement a mis en place plusieurs mesures comme la suppression des visas pour les Africains et le vote de la loi relative à la reconnaissance de la nationalité aux afro-descendants dont les ancêtres ont été déportés pendant la traite négrière. Afin de faciliter les échanges entre le Bénin et la diaspora africaine, les présidents Patrice Talon et Lula da Silva ont convenu en mai 2024 d'établir des liaisons aériennes directes entre le Bénin et les Amériques d'ici la fin de l'année 2024. Le football féminin est une activité professionnelle qui est en plein essor en Guinée. De jeunes filles venues de divers horizons regroupées au sein de l'AS Bolonta pratiquent ce sport avec passion et endurance. Le club a à son actif 2 titres nationaux et il s'inscrit aujourd'hui dans la conquête d'un 3e sacre à l'arrivée de la saison 2024. Les dirigeants et encadreurs du club sont à pied d'œuvre pour préparer les joueuses à affronter les matchs retour dans les mois à venir. Yamina Seydji. L'association sportive Bolonta de Matato, dans la banlieue de Conakry, une équipe féminine mythique de la capitale fondée il y a 29 ans et compte à ce jour environ 40 joueuses, dont plusieurs professionnelles. Depuis sa création en 1995, ce club féminin de Guinée a été par 2 fois champion national en 2002 et en 2004. Depuis, ses dirigeants s'attellent à bâtir une équipe compétitive capable de relever les défis au niveau international. Aujourd'hui, on est engagé en championnat pour les grandes et les jeunes continuent à compétir. Elles vont jouer à un tournoi bientôt. C'est un défi de tous les jours. Dans quelques années, on espère pouvoir sortir des internationales. On essaie de faire en sorte que leur passion du football ne puisse pas les empêcher de développer leur avenir à côté. Lors du précédent championnat de Ligue 1 guinéenne 2021-2022, le club de Matato a terminé la compétition en engrangeant 16 points pour 27 buts plantés et 17 encaissés. La AS Bolonta se fixe pour défi se hisser au sommet de sa catégorie pour la saison 2024 qui amorce les phases retour. Quant aux joueuses, elles ambitionnent d'atteindre le niveau international à la fin de cette saison. Préparation pour la phase de retour du championnat que nous attendons très prochainement. Nous avons déjà fini la partie athlétique au niveau des phases d'endurance, capacité d'endurance puissance. Nous sommes actuellement sur la phase tactique pour mieux aborder la phase de retour parce que nous comptons être avec cette phase de retour champion de Guinée. Au début, je me suis dit que j'allais m'inscrire parmi les meilleurs en Guinée. Donc actuellement, mon rêve, c'est d'être au haut niveau, d'avoir un contrat professionnel, de jouer en Europe. À l'image de l'association sportive Bolonta, le football féminin guinéen en général aurait besoin d'un véritable coup de pouce, selon les experts. Les dirigeants de la AS Bolonta, eux, ambitionnent de faire de ce club de la Guinée le porte-étendard du football féminin au niveau continental. Le festival de la mode et du mannequinat africain, FESMA, s'affirme comme une véritable vitrine de la créativité africaine où l'art vestimentaire devient un instrument de réappropriation identitaire. Cette année, le festival ne s'est pas seulement concentré sur les collections actuelles, il a aussi ouvert une réflexion sur l'avenir de la mode sur le continent. En échangeant avec les créateurs, mannequins et entrepreneurs, plusieurs tendances émergent accompagnées de défis structurels majeur à relever pour la mode africaine dans les années à venir. Rina Lorari. Dans cet atelier à Cotonou, Amandine Gatineau, promotrice d'Amagat Wax et développeuse de projets de mode, apporte son soutien à l'Institut de Lettres dans le cadre de l'initiative Écru Essence. Ensemble, ils s'efforcent de relever le défi d'intégrer le tissu écru produit au Bénin dans la création de mode. Ce textile, apprécié pour sa teinte naturelle et sa souplesse provenant du coton brut, est particulièrement confortable à porter. Toutefois, le véritable enjeu pour Amandine et l'Institut de Lettres est de dévoiler leur collection Safari lors du prestigieux défilé du FESMA 2024. On vient avec une collection qui est simple, rustique. Par exemple, ici, je vais vous présenter notre premier prototype sur lequel nous avons travaillé dans cette collection Safari, où tout est vraiment dans le détail, avec un travail qui est précis.
les finitions qui sont impeccables. Et c'est surtout ça que nous souhaitons développer avec Écru Essence. La collection Safari a marqué l'ouverture de la soirée féerique du FESMA 2024 à Cotonou. De nombreux stylistes du Bénin, du Mali, du Togo, du Nigeria et d'autres pays de la sous-région ont dévoilé leurs créations sur le podium du festival. Parmi les matières premières disponibles en Afrique et utilisées dans la mode, le styliste nigérien Modela, fidèle au FESMA, a présenté sa collection innovante Fashion is Art, confectionnée à partir de capsules de bouteilles recyclées. L'industrialisation, la professionnalisation et l'accès au financement constituent les principaux enjeux pour garantir un développement durable et pérenne de la mode africaine. Nous sommes créatifs, mais nous avons besoin du soutien du gouvernement pour pouvoir nous acquitter des taxes que nous estimons trop importantes, car nos créations ne sont pas consommées dans nos pays. Si les gouvernements africains nous subventionnaient, ils verraient que la mode est un secteur de richesse et de talent. Je ne peux que dire, allons encore de l'avant, faisons venir encore plus de pays, plus de designers, faisons encore travailler tous nos stylistes africains, qu'ils puissent collaborer entre eux pour nous sortir le meilleur d'eux-mêmes. La formation des mannequins, stylistes et créateurs est un enjeu central pour soutenir la croissance de l'industrie de la mode en Afrique. Selon de nombreux experts, portée par une nouvelle génération de créateurs talentueux, la mode africaine, en s'inspirant de ses riches traditions et en utilisant des matières premières locales, est en passe de révolutionner les codes du luxe mondial. La 7e édition du Festival populaire et international des musiques traditionnelles Feu de Braza a été lancée le samedi 7 septembre dans la cour de la mairie de Mfilou, siège du 7e arrondissement de Brazzaville. Ainsi, du 7 au 10 septembre 2024, les groupes de musique traditionnelle des deux Congos, du Gabon, du Cameroun, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine et du Sénégal se sont exprimés afin de promouvoir les cultures africaines à travers les rythmes ethniques. Walid Yousfi. La compagnie Musée d'art de la République du Congo a mis le feu lors du spectacle de lancement de la 7e édition du festival intitulé Feu de Braza ce samedi 7 septembre 2024 dans le 7e arrondissement de Brazzaville. On est content d'être sur scène et c'est notre passion. Et on ne juge pas le regard des autres, on le fait par passion. Les batteurs, les danseurs, on est de vrais penseurs, on est de vraies valeurs. Au niveau de la société, c'est un peu négligé comme ici. Ouais. Comme la compagnie Musée d'art de Brazzaville, le groupe Ballet Panda, venu représenter la République démocratique du Congo, a aussi livré un spectacle traditionnel riche en culture. Le groupe originaire de Kinshasa a plaidé pour la pérennisation du festival Feu de Braza. Nous sommes venus montrer aux Brazzavillois les traditions que nous exploitons à Kinshasa. Nous les avons transportées ici à Brazzaville afin qu'ils sachent que les traditions des deux Congos sont des danses semblables léguées par nos ancêtres. Aux organisateurs du festival Feu de Braza, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils protègent notre culture car les musiques traditionnelles développent la culture d'un pays. La 7e édition du Festival des musiques populaires et internationales Feu de Braza a choisi pour thème musique traditionnelle africaine, source de créativité et vecteur de l'intégration continentale. Les organisateurs pensent que la musique doit contribuer significativement au rapprochement des peuples africains à travers des messages de paix et d'unité. La musique est un acte universel qui contribue significativement au rapprochement des peuples en véhiculant des messages d'amour, de paix et d'unité. Pendant 4 jours, vous allez écouter et admirer les superbes sonorités et mélodies de la musique traditionnelle du Congo et d'Afrique. Le festival Feu de Braza a pour mission l'identification, la conservation, la valorisation et la promotion des musiques traditionnelles avec la mobilisation de nombreux artistes. Pendant 4 jours, le public brazzavillois est convié à venir apprécier la richesse culturelle d'Afrique à la mairie de Mfilou.
Voilà, ainsi s'achève ce numéro d'Afrique Mag. Merci à toute l'équipe technique du Studio 2. Merci à Nassima Zaidi, notre script, à Amina Boukhalfa qui était à la réalisation. Et enfin, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salut.